tous. Je vais juste essayer de resituer comment cette matinée s'inscrit dans le programme éditorial. On a créé un programme éditorial qui s'appelle Penser notre monde, qui est un programme éditorial où tous les mois, il y a un thème qu'on aborde et qu'on essaye de comprendre, poser des questions qui sont un peu différentes des questions dont on entend parler tout le temps. On a commencé par l'ère du moi, qui était autour de l'époque de la déliaison, de l'époque de l'individu. Au mois de novembre, on a fait l'ère numérique et comment l'Internet, comment les ordinateurs ont peu à peu bouleversé notre vie. Ce mois-ci, on s'attaque et on s'attarde à la communication et au marketing, qui sont quand même des moments, des piliers dans notre société aujourd'hui. L'idée est aussi d'aller voir ailleurs, parce c'est vrai qu'on s'attarde beaucoup sur le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui est le cœur de l'agence, avec aussi tout ce qui peut être autour de ce monde-là, qui peut être les marques employeurs et la communication auprès des cibles jeunes. Mais l'idée est aussi d'aller voir ce qui se passe ailleurs, à l'extérieur, dans d'autres secteurs. Donc ce matin, on va d'abord reposer en fait les fondements du marketing et de la communication, reprendre les bases, parce que quelquefois c'est nécessaire, de revenir aux origines, de revenir un peu à d'où ça sort, d'où ça vient. Est-ce que parfois, quand on fait de la communication et du marketing, on ne réinvente pas la roue en permanence ? Et puis après, voir comment les secteurs de l'édition et de la mode se sont adaptés aux nouvelles contraintes du numérique. Et puis on va conclure par un thème dont on parle beaucoup, qui est le data marketing. Et l'idée était un peu de se dire aussi, on va repasser par là, parce que tout le monde parle du data marketing, mais je ne suis pas certaine et on n'est pas tous au courant de ce que c'est vraiment que la data au départ. Et comment, en articulation data et marketing, ça nous permet d'aller peut-être vers une nouvelle forme de communication. Alors, pour commencer et pour reprendre les bases, on va aller sur les théories. Et donc, je demande à Isabelle Ulrich de me rejoindre. Merci Isabelle. Je vous en prie. Alors, Isabelle Ulrich, vous êtes professeure associée en marketing à Neoma Business School. Mais avant de ce monde académique, vous étiez dans le monde de l'entreprise, où vous avez fait quand même 17 ans en marketing dans les entreprises internationales. Alors vous êtes passé par Procter & Gamble, par la marque Bourjois, et finalement vous avez terminé votre carrière dans ce monde-là par directeur marketing des marques cliniques, de la marque clinique. Et vos recherches actuellement portent sur la marque, la communication, le genre et le comportement des consommateurs. C'est tout à fait ça. Et alors, je voudrais juste, avant de commencer, qu'on revienne et peut-être que vous nous disiez qui sont pour vous, soit les 3 théories fondatrices, soit les 3 pères fondateurs de la communication. Alors, je pense que si on veut vraiment revenir aux fondamentaux de la communication et des théories de la communication, il faut revenir aux premiers qui ont fait de la théorie de la communication. Et les premiers remontent à l'Antiquité, en fait. Et ce n'est pas forcément dit dans les écoles, parce que dans les écoles, on va directement au modèle de Shannon et Weaver en 48. Alors que fondamentalement, la communication, ça démarre au 5e siècle avant JC. C'est la rhétorique, en fait, au départ. Et c'est inventé en Sicile par quelqu'un qui s'appelle Corax, qui va être un rhéteur, qui va être le premier rhéteur. Et c'est lui qui va inventer l'ordre du discours. Et l'ordre du discours, on s'en sert encore aujourd'hui. On s'en sert en politique, ne serait-ce que là. Donc l'ordre du discours par Corax, c'est d'abord, je fais un exorde, j'exorde les gens. Après, je fais une sorte de présentation des faits. Ensuite, une discussion. Et à la fin, ce qu'ils appellent la péroraison. La péroraison, c'est la conclusion. Et le grand nom qu'il faut retenir dans l'Antiquité, que vous connaissez tous, c'est Aristote. Aristote, dans l'Antiquité, c'est lui qui a fait un bouquin très très important qui s'appelle La rhétorique, parce que le manuel de Corax, qui est le premier manuel de communication, il a été perdu. Alors que Aristote, on a encore ce qu'il a écrit. Et Aristote, c'est lui qui a vraiment posé les fondamentaux de la rhétorique, des choses qu'on utilise encore aujourd'hui. Je suis sûre que vous connaissez tous faire connaître, faire aimer, faire agir. Vous avez tous entendu ça dans les théories de la communication. Mais au départ, le premier qui a dit ça, c'est Aristote. Aristote, quand il travaille sur le discours et la rhétorique du discours, il va dire qu'il y a 2 choses qui sont importantes. La première, c'est de faire un discours persuasif avec de l'éloquence. Et la deuxième, c'est de s'adapter à son auditoire. Des choses pas nouvelles, qu'on connaît tous. Et il va dire qu'un message, il a 3 finalités. Ce message, il doit plaire. Donc c'est le like qu'on connaît. Ce message, il doit être compris. C'est la partie connaissance et compréhension qu'on connaît, que lui va appeler logos et ethos pour plaire. Et enfin, la dernière partie, c'est engager la personne, l'auditoire à agir. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça, sur l'engagement ? Donc, engager à agir, c'est finalement le pathos. C'est-à-dire, j'éveille l'émotion chez les gens en face de moi, et du coup, ils vont s'engager, ils vont agir. Donc, beaucoup des choses qu'on entend aujourd'hui dans la communication, finalement, elles remontent déjà à la rhétorique et au grand point de la rhétorique dans l'Antiquité.
Alors après, on fait un espèce de grand bond. Depuis l'Antiquité, on va vers le deuxième père, pour moi, vraiment, de la communication, c'est Barnèse. Alors, Barnèse, il est beaucoup étudié aux États-Unis, mais en France et dans les business schools françaises, pas tellement. Parce que Barnèse, c'est celui qui a inventé c'est le premier conseiller en relations publiques. C'est l'homme qui a inventé le terme DRP. Avant lui, ça n'existait pas. Après lui, le monde a changé. Et cet homme-là, en fait, il a écrit un bouquin très important en 1928 qui s'appelle Propaganda, qui a mis beaucoup de temps à être publié en France. En fait, il a été très longtemps uniquement visible en langue américaine. Et donc, il a défini ce que c'était que la propagande, cet homme-là. Ça a beaucoup inspiré Goebbels, d'ailleurs, hein, malheureusement. Donc, en fait, pour lui, la propagande, c'est quoi ? C'est je vais essayer de manipuler les foules. Une minorité éclairante va manipuler les foules. Donc, c'est un homme qui, dans son livre, explique comment faire des coups, comment susciter l'envie, comment susciter le désir chez les autres en créant des événements et des coups. Son coup le plus célèbre, si vous n'aviez qu'une chose à retenir de lui, c'est ce qu'il a fait sur les cigarettes. C'est ce que tout le monde connaît, hein, c'est la petite histoire pour faire rire. En 1928, en fait, les ventes de cigarettes aux États-Unis allaient mal, la marque Lucky Strike allait mal. Il a fait ça en 3 temps. D'abord, il s'est dit il faut que le verre du packaging de Lucky Strike plaise aux femmes. Ce serait intéressant parce que les femmes aujourd'hui pourraient relancer le marché de la cigarette. Donc il a fait un petit peu de RP en mettant le verre à la mode et la couleur de Lucky Strike à la mode dans des parties, dans du showbiz, comme on pourrait faire aujourd'hui finalement. Et la deuxième partie de son truc, c'est de dire qu'il faut créer l'événement. Donc il crée l'événement à la parade à New York avec un groupe de femmes qui vont arriver et qui vont dire on veut la liberté et qui vont allumer les torches de la liberté devant tout le monde, devant les yeux des photographes qui sont justement des cigarettes. Donc on a un groupe de femmes qui se vivent comme féministes, qui vont allumer des cigarettes. Et hop, c'était fait. Après ça, les ventes de cigarettes ont décollé, et de Lucky Strike en particulier, donc c'était très bien pour lui. Après, je dirais, on fait un autre saut, et on va en 48. Et ça, en 48, je pense que tous ceux qui ont fait ici de la com l'ont vu. Vous avez un modèle très important, qui est le modèle de la théorie de la cybernétique, avec Shannon et Weaver. Shannon, c'est un mathématicien, Weaver, c'est un ingénieur chez Bell. Et tous les deux, ils vont prendre un modèle de transmission du message, hein, puisque communiquer, c'est transmettre. Donc j'ai un émetteur, j'ai un récepteur, je transmets un message. Le message passe par un canal, il y a un contexte qui fait du bruit, et il y a un code. Le message, il est préalablement codé, et il est codé par l'émetteur et décodé par le récepteur. Voilà. Après ça, je dirais que le 4e, on fait un grand bond dans l'histoire, et on va vers Ludwig Steiner en 1961, et là, c'est le funnel que vous connaissez tous. Donc, je fais de l'awareness, je descends après sur la connaissance et je descends après sur le préférence et le liking et tous les modèles de la hiérarchie des effets, tout ce que vous avez vu à l'école. Pour moi, c'est ça les pères fondateurs. Mais qui sait aujourd'hui qu'on ça remonte à Aristote ? Presque personne. Alors qu'Aristote, vous pouvez encore l'utiliser. Et tous les discours des politiques sont fondés sur Aristote, finalement. C'est ça qui est génial. Oui, c'est ça qui est assez intéressant voilà. et qu'on ne voit pas tout le temps. Et pour Bernays, si je ne me trompe pas, c'est le neveu de Freud. Exactement, c'est le neveu de Sigmund Freud. Donc il avait à la fois, c'est pour ça d'ailleurs qu'il avait tant de connaissances, cet homme, c'est que donc il a entretenu une relation très étroite avec Freud. Donc c'est pour ça qu'il a pensé à susciter le désir chez les gens. Et il s'est beaucoup appuyé sur les travaux de 2 personnes qui sont peu lues aujourd'hui, qui sont Gustave Le Bon et Trotter, qui travaillaient sur la psychologie des foules. Donc c'est quelqu'un qui a impulsé l'apport de la psychologie, un des premiers, dans la communication. Comme ensuite on peut faire des gens comme Václavic par exemple. Voilà. Et du coup, alors, si la communication, c'est quelque chose qu'on peut vraiment remettre depuis l'Antiquité, et on peut vraiment faire une filiation, est-ce que l'autre grand frère ou le petit frère de la communication, le marketing, il a paru quand ? Enfin, concrètement, Alors, c'est beaucoup plus tardif. Hein. La communication est beaucoup, beaucoup plus ancienne que le marketing, puisque le marketing, finalement, il est né dans les années 1870, entre 1870 et 1930 à peu près. C'est là que va naître le marketing. Alors, il y a des traces de marque avant, hein. On voit à l'école les premières traces de marque, elles apparaissent dans l'Antiquité, exactement en Chine. Moins 2700 avant JC, vous avez des sceaux sur les poteries pour différencier les différents potiers chinois. Et donc, ce sont les premiers qui inventent les marques. Mais les techniques du marketing n'existent pas. Et on fait vraiment un bond dans l'histoire jusque vers les années 1870, où là, vraiment, le marketing va commencer à se développer. Et c'est là que vont se développer les agences de publicité aussi. Parce qu'on pense quelquefois que la pub, c'est avant, mais non. La pub s'est développée en parallèle du marketing, avec les premières marques donc, qui sont déposées vers les années... La première marque en fait déposée, c'est Pear Soap. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, 1860. Unilever, les frères Lever déposent leur paquet de lessive en Angleterre en 1880. Donc le marketing, c'est anglo-saxon, d'où le terme marketing. C'est développé en Angleterre d'abord et aux États-Unis
dans ces années-là, avec les premières marques déposées, les premiers emballages, les premiers designs des produits. Et peu de temps après, le développement des agences. Donc la première agence vraiment répertoriée, connue, c'est une agence aux États-Unis en 1841. Voilà. C'est la première agence vraiment officiellement créée. En France, on va attendre un petit peu, puisque nous, les premières agences, elles vont apparaître, la branche Havas Publicité, c'est 1921 ou 1920. Ouais, 1921. Et en 1926, c'est la création de Publicis. Et au départ, les agences de communication, elles vendent juste de l'espace. Elles ne créent pas. La création est faite dans les équipes des entreprises. Et les agences vendent de l'espace. Et puis après, ça va partir vers les agences. C'est un peu ça l'histoire. Et alors maintenant, est-ce que, parce que pendant très longtemps, on se dit, il y a peut-être des frères ennemis, même si on sent que le marketing et la communication font des pas ensemble, parfois on se dit, mais il faut vraiment séparer. Et aujourd'hui, avec tous les changements qu'on vit, finalement, comment s'articule la communication et le marketing ? Alors, il y a un point qui est important, c'est que les deux sont... Enfin, les deux, c'est-à-dire agence de communication et marketing, se sont développés finalement en parallèle, ont explosé en parallèle au début du 19e siècle, mi-19e siècle, on va dire. Donc, à cette époque-là, finalement, la communication par rapport au marketing, elle est vue comme une composante du marketing. Donc, parmi les outils que j'utilise et les techniques que j'utilise quand je fais du marketing, il y a une composante, alors on voit les 4 P dans le mix, il y a une composante qui s'appelle P en anglais, c'est promotion. Promotion, c'est en fait la communication en anglais. Et donc, dans le marketing, il y a une composante qui est la communication. Je définis des objectifs en marketing. Et après, ça se décompose en des objectifs en stratégie de communication. Voilà. C'est une composante parmi d'autres. Ça a été comme ça pendant très longtemps. Donc, quand on fait des études de marketing, on fait aussi des études de communication parce qu'on est censé pouvoir passer de l'un à l'autre. Et moi qui ai fait toute ma carrière dans le market avant d'être prof, à la quarantaine, finalement, je faisais du marketing, je développais des produits et je faisais de la communication. Bon. Que je développais avec des agences. C'est pas moi qui développais la com, c'était mes agences, bien sûr. Et voilà. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que de plus en plus, on est à une époque charnière, vraiment, depuis une dizaine d'années, parce qu'il y a vraiment deux phénomènes concomitants. Il y a la digitalisation des usages. Et il y a le fait que tous les points de contact qu'on a se démultiplient de plus en plus, ce qui fait que la communication, qui n'était qu'une composante, elle devient vraiment, aujourd'hui, centrale. On ne peut plus faire de marketing sans faire de communication, et à tous les niveaux. Parce que ça doit fondamentalement changer même nos façons et nos méthodes du marketing. Le marketing, il a été inventé dans les années 1930, 40, 50. On ne peut plus faire du marketing comme on en faisait à cette époque-là, parce que les points de contact, ils ont changé. Donc fondamentalement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, je vais prendre un exemple très simple, le plus marquant. Quand je fais du développement produit, le premier truc au départ dans la stratégie marketing, c'est que je développe mon produit. Donc, je fais un positionnement, je fais la segmentation, je fais du targeting, je fais un positionnement, puis je développe un produit. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne vend pas simplement du produit. Ce qui est beaucoup plus intéressant pour les gens, ils se baladent sur les réseaux. Et donc, il faut les faire adhérer à un discours qu'on raconte sur les réseaux pour qu'ensuite ils viennent aux produits. Donc, on commence par les faire adhérer à des idées, à des choses, avant de leur vendre nos produits. Donc, le plus important maintenant, le point d'entrée le plus important, c'est plus le produit qu'on vend. C'est comment est-ce qu'on fait venir les gens et on les fait adhérer aux valeurs autour de notre produit, finalement, et comment est-ce qu'on les fait adhérer à l'expérience. Donc le mot d'expérience va devenir plus important que le mot produit, et du coup la communication, qui était un des éléments du mix, va devenir le point central. C'est vrai aussi pour la segmentation. Moi j'apprends à mes étudiants, alors tu prends un marché, tu définis des segments de clientèle avec des besoins similaires. Sauf qu'aujourd'hui, le client, il se balade sur Internet, et puis je peux aller le chercher en temps réel, et lui proposer une offre qui correspond plus à lui que si j'avais développé un hypothétique besoin similaire pour des groupes de gens. Donc même le processus de segmentation, on l'apprend toujours aux étudiants, bien entendu, il est important, mais ça va changer, en fait. Et tout ça, ça ne va faire que se développer parce qu'il y a énormément de techniques aujourd'hui qui vont développer encore plus les points de contact qu'on a avec les consommateurs, et la communication, elle va devenir hyper centrale, même pour développer les produits. Quand je développe les produits aujourd'hui, je peux les développer en co-création avec le consommateur. Donc, je peux poser la question au fur et à mesure du développement au consommateur pour avoir un retour immédiat et développer des meilleurs produits qui satisfassent mieux avec des meilleures expériences clients. Alors, parmi tous ces changements qu'on voit, et moi je voudrais qu'on s'attarde sur quelque chose que je trouve qui est de plus en plus vrai, que ce soit avec les chatbots ou les influenceurs, les marques cherchent vraiment à s'incarner. Et du coup, en fait, comment ce processus se met en place vraiment, et vous, avec votre regard de professeur, comment vous voyez ça, cette incarnation des marques ? Alors, c'est vrai que donc le mot incarnation, c'est un mot qui est assez à la mode parmi les communicants. C'est un mot qui est beaucoup utilisé depuis ces dernières, on va dire dans les 10 dernières années, le mot incarnation. Parce qu'incarner une marque, c'est quoi ? C'est la rendre vivante
aux yeux des gens, c'est lui apporter de l'imaginaire, lui apporter un contenu fort, un contenu émotionnel, et valoriser les expériences que le consommateur peut avoir avec elle. Beaucoup plus que simplement être là pour vendre des produits. Si vous êtes juste là pour vendre des produits et des services, c'est moins intéressant que si vous êtes capable de créer une histoire et de raconter une histoire. Donc, la première incarnation, c'est tout l'aspect storytelling. Et ça, c'est pas nouveau. Ça fait 10 ans que ça existe, à peu près, on va dire. Et c'est vrai que cet art de raconter des histoires, comme quand on est enfant et qu'on écoute un conte et qu'on part avec le conte, aujourd'hui, les marques, elles sont plus là pour peupler notre imaginaire, nous raconter des histoires et nous faire rêver que simplement venir avec une histoire de communication simple où je vous vends ma unique selling proposition, qui est un petit peu barbant quand même dans le monde d'aujourd'hui. Donc on est sur l'art de raconter des histoires auprès des marques déjà aujourd'hui, depuis 10 ans. Ça s'est poursuivi parce que finalement aujourd'hui, on est face à il y a une deuxième révolution, on va aller vers la troisième. La deuxième, c'est toute la stratégie conversationnelle sur les médias sociaux. On peut parler aux consommateurs, on doit lui produire des contenus engageants. Et ces contenus, pour que le consommateur il ait envie de s'engager par rapport à eux, il faut qu'ils soient intéressants. Si ces contenus, c'est juste pour dupliquer des messages sur mes nouveautés produits, le consommateur, il va peut-être faire like, mais il ne va pas s'engager, il ne va pas commenter. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il passe aux autres, qu'il transmette. Profiter du consommateur qui est là, qui m'a lu pour transmettre. Et puis aussi qu'il s'engage en commentant. Et puis, tant qu'à faire, qu'il commente de manière positive. Pour que ça arrive, il faut produire des contenus engageant. Et ça, du coup, ça demande la mise en place d'une stratégie conversationnelle qui doit être en ligne avec ce que je fais sur les autres canaux. Donc, c'est pour ça que tous les points de contact, les contact points qu'on a aujourd'hui se diversifient. Et c'est ça qui devient très compliqué, c'est d'avoir une stratégie marketing intégrée et que tout se réponde. Et je crois que le dernier enjeu très, très important et sur lequel nous, les chercheurs, on a pas mal de choses à faire, sur lequel je fais des recherches, justement, c'est l'étape suivante qui, pour moi, est comment la marque va s'incarner dans tout ce qui est chatbot. Et dans tout ce qui est finalement... les chatbots, c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas encore, c'est des petits robots conversationnels. Quand vous allez sur la SNCF, par exemple, et que vous pouvez parler soit directement, vous avez des petites fenêtres, et c'est juste... On passe par Facebook Messenger. Donc, c'est une messagerie instantanée qui vous répond. Donc, ça vous fait du service. Ça peut vous vendre quelque chose à un prospect. Ça peut accompagner l'achat. Ça peut faire du service après-vente. Ça peut tout faire. Sauf que c'est un robot. Et sauf que les gens, ils pensent que c'est une personne. Donc, vous pouvez faire ça soit avec le texte uniquement, et beaucoup des petits robots qu'on a conversationnels pour l'instant sont des robots textuels, mais vous pouvez faire ça aussi avec la voix. Donc vous pouvez incarner votre marque, qu'elle devienne une vraie personne. Donc ça crée toutes les questions justement de l'identité, comment cette marque va s'incarner aux yeux des consommateurs. Elle va avoir un genre, elle va peut-être avoir un nom. Par exemple, Dior, ils ont fait un chatbot qui s'appelle Dior Insider. Chez Mythique, le chatbot, c'est Lara, c'est une femme. À la SNCF, le chatbot, c'est une femme aussi, c'est Mona. Donc, il faut choisir le genre, il faut choisir le nom, il faut choisir comment cette personne va répondre, avec quel ton, autoritaire, plutôt sympa, plutôt cool ou plutôt très professoral. Donc, il y a toutes ces questions-là qui se posent et qui doivent être aussi complètement conformes avec la promesse et le positionnement de la marque. Donc, tout ça, ça va démultiplier finalement l'importance de la communication. C'est pour ça que maintenant, je pense que la communication est centrale. Et dans les programmes qu'on donne aux étudiants aujourd'hui, la communication a beaucoup, beaucoup plus de place que ce qu'elle avait il y a 10 ans. Elle devient un pivot. Merci beaucoup pour ces premiers éclairages sur le monde de la communication. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des précisions à demander ou vous voulez échanger un peu plus tard? Oui. Attention. Hein. Oui, donc Christophe Capet, donc, de la SNCF. Eh ben, ça tombe bien, parce que c'est remarquable ce que vous faites. Donc, moi, plus particulièrement, je suis responsable communication au niveau du CFA, du Centre de formation des apprentis de la SNCF. Ouais. Et effectivement, la SNCF a été primée pour son chatbot cette année. Ouais. Et effectivement, c'est un outil qui, je pense, va devenir incontournable. Bah c'est oui SNCF, exactement. C'est le plus beau de tous. Merci d'un point de vue extérieur, c'est le plus beau. Donc c'est très bien que vous ayez été primé parce qu'il est vraiment remarquable. Et c'est une source d'inspiration. Pour avoir travaillé récemment avec des marques de luxe qui se posent la question sur comment on y va, parce que les marques de luxe sont en train d'essayer beaucoup d'y aller. Elles regardent toutes, elles scrutent ce que fait la SNCF. Voilà. On sert de modèle encore. Bon, voilà, félicitations. Merci. Pas pour tout. Mais... merci beaucoup, Isabelle. Merci à vous.